Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Salut Catherine, comment ça va? Est-ce que les vacances se sont bien passées? Bonjour Marine, ça va très bien, merci. Alors oui, les vacances se sont bien passées, même si pour moi c'était plutôt quelques jours que des vacances. C'est vrai que j'aime bien profiter du calme relatif au travail à cette période. Mais bon, j'ai quand même bien profité des fêtes, de la famille, j'ai bien mangé. Et d'ailleurs, bonne année! Mais oui, on a failli oublier. Très bonne année à toi aussi Catherine. Et puis à vous tous, bien sûr. On espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez eu un peu plus de vacances que Catherine et on vous souhaite plein de belles choses pour 2023 et surtout plein de belles lectures évidemment. Peut-être réussir à réduire un peu notre pile à lire? Oui ou pas? Ouais, c'est vrai qu'en même temps, les bonnes résolutions, on sait ce que ça donne en général. Et puis, il faut être honnête, on va pas forcément vous aider sur ce coup parce que nous, on a plein de livres et de BD sous le coude à vous conseiller. Et donc pour ce début d'année, on va vous parler de Memphis de Tara M. Stringfellow, Hermione Granger, lectrice de Harry Potter de Tanguy Abran, Yoga, une histoire monde de Marie Coq et la BD Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin de Émilie Plateau. Et pour commencer 2023 comme il se doit, je vous propose de parler de ce roman de la rentrée littéraire d'hiver, Memphis, de Tara M. Stringfellow. Il sort dans quelques jours aux éditions Charleston. On a eu la chance de le lire en avant-première et c'est une très belle découverte pour nous deux. Dans la chaleur étouffante de l'été 1995, après un énième débordement de colère de son père, Joan trouve refuge avec sa mère et sa jeune sœur dans la majestueuse maison de Memphis qui a vu les femmes de sa famille grandir. En poussant la gigantesque porte de bois, Joan sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes. Celui de son grand-père, lynché après être devenu le premier inspecteur noir de la ville. Celui de sa grand-mère qui transforma son salon en lieu de rassemblement du mouvement des droits civiques de Memphis. Et sa propre terreur qui la submerge en même temps que ses souvenirs lorsqu'elle passe le seuil de la véranda. C'était parmi les premières épreuves non corrigées Charleston que j'ai dû lire cet automne et en lisant le résumé, je me suis tout de suite dit que ce roman avait vraiment un gros potentiel. D'ailleurs, je t'en ai tout de suite parlé, Catherine. Ouais, et quelle belle surprise pour ce début d'année. C'est vrai que dès que tu m'en as parlé, je me suis dit que clairement ça allait me plaire ce roman. Il y a un peu tous les ingrédients pour nous, des histoires de femmes au cœur de la grande histoire du combat des Noirs aux États-Unis. Ce livre était fait pour nous. Mais j'avoue que je pensais pas que ça me plairait à ce point. C'est vraiment un très beau premier roman. Je suis d'accord. Tara M. Stringfellow, elle nous emmène à Memphis et tout le long de ce roman, on traverse presque un demi-siècle de lutte pour nous raconter le destin incroyable de Joan, Miriam, Hazel et de toutes ces femmes noires du sud des États-Unis qui sont confrontées à la ségrégation et à la domination des hommes. Ouais, j'ai été vraiment, moi, accrochée par l'histoire de ces 3 générations de femmes. J'ai dévoré le roman jusqu'à à peu près 100 pages de la fin. Et puis là, j'ai vachement ralenti parce que j'avais pas du tout envie de les quitter. J'ai vraiment adoré ces femmes fortes qui vivent et qui survivent dans un environnement, comme tu le dis, qui n'est pas fait pour elles. D'ailleurs, ça me fait penser au tout début, avant même le début, il y a une citation de Toni Morrison qui, je trouve, donne bien le ton. Le ton, ouais, pour le roman. Elle dit: pendant longtemps, dans ce pays, les hommes noirs n'ont eu personne d'autre que les femmes noires sur qui passer leur rage. Et pendant longtemps, les femmes noires ont accepté cette rage et même considéré cette acceptation comme leur déplaisant devoir. Mais ça, évidemment, ça a changé. Et c'est un peu ce que nous montre ce roman. Ouais, tout à fait. Pour commencer, déjà, ce que j'ai moi beaucoup aimé, c'est l'écriture poétique et très figurative de l'autrice. Je trouve qu'elle peint avec beaucoup de délicatesse et d'amour le tableau de cette communauté, de leur quartier, où il y a énormément d'entraide et de compassion malgré les violences et les agressions qui sont quand même quotidiennes. Ouais, et c'est vrai que, vous commencez à me connaître, mais moi ça marche à tous les coups, ça me touche beaucoup. Cette sororité, cette entraide entre toutes les femmes, entre les sœurs, entre mère et fille, et aussi entre toutes les femmes du quartier qui se retrouvent dans le salon de coiffure d'Auguste. C'est quelque chose que j'ai adoré, j'ai vraiment été hyper touchée par ça. On sent que c'est aussi grâce à ce lien, grâce à cette solidarité et cette sororité que ces femmes, elles arrivent à surmonter les épreuves. Oui, et surtout, elles tentent tant bien que mal
mal, de trouver leur voie, de s'émanciper. C'est un thème qui est très récurrent tout le long du roman. Chacune de ces femmes a fait beaucoup de sacrifices, elles sont talentueuses, mais elles choisissent de s'effacer pour faire vivre leur famille. Et d'ailleurs, ce roman, c'est aussi un hommage aux femmes noires, aux artistes noirs, auxquels fait souvent référence Tara M. Stringfellow, à celles et ceux qui sont victimes de l'oppression et du racisme et qui n'ont jamais pu vivre de leurs dons, de leur art. Et c'est un peu un hommage à toutes ces générations qui ont dû se battre pour exister et dont la lutte finalement perdure encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit bien dans le roman parce que elles ont tout un don et donc tu dis, elles ont dû un peu le mettre de côté, mais en même temps, de génération en génération, tu te dis que ça s'améliore. Ça va mieux. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très, très joli dans le roman. Ouais. Et puis, elle met aussi beaucoup en avant la culture noire et la beauté des femmes noires, surtout de leurs cheveux, de leur peau. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Ce sont des descriptifs qu'on voit rarement dans les romans, tout simplement parce que les héroïnes noires, on les voit rarement. Oui. Et du coup, ça fait du bien d'avoir des descriptions qui sont variées pour en parler. En plus, il y a Auguste qui est coiffeuse, donc voilà, qui met en beauté aussi ces femmes. Les femmes, ouais. Et moi, je trouve que c'était bien d'avoir autre chose que peau d'ébène pour parler des peaux noires, qui fait quand même très fantasme occidental et qu'on voit de façon très récurrente dans les romans justement occidentaux, quoi. Ouais, c'est clair, et un peu... il y a d'autres moyens de décrire. Voilà. Mais c'est vrai, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ces descriptions physiques des femmes. Elles sont magnifiques à chaque fois. Enfin, on a vraiment l'idée d'une femme très, très belle et toutes très différentes en plus parce que justement, c'est pas juste une peau d'ébène, quoi. Voilà. Elles sont très différentes les unes des autres. Auguste ne ressemble pas du tout à Myriam et pourtant, elles sont toutes les deux très belles à leur façon. Et ça, c'est vrai, très souvent, on n'a pas ce genre de description pour des femmes noires. Donc, c'est très chouette de voir ça. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'enchevêtrement des histoires de ces femmes. On suit l'histoire des États-Unis et surtout des Noirs dans le sud des États-Unis au travers de la petite histoire familiale de Joan, de Myriam et de Hazel. Et les deux sont vraiment liés. C'est-à-dire que l'histoire des femmes suit l'histoire des luttes pour les droits des Noirs dans le sud des États-Unis et aux États-Unis. Et cette fresque familiale et l'histoire de la communauté sont vraiment se confondent au bout du compte. Et puis, c'est des histoires qui sont aussi enchevêtrées entre elles, entre les femmes de la famille, de la grand-mère à la petite fille, ça se répond. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. On a vraiment toutes ces histoires ensemble qui se parlent. Et c'est vrai que ça m'a étonnée que ça t'ait pas gêné plus que ça, parce qu'il y a quand même énormément de flashbacks, et je sais que t'aimes pas trop les flashbacks, donc je me disais, quand même, là, il y en avait beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même des flashbacks dans les flashbacks. Oui. Je crois que tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. En fait, c'est vrai qu'il s'en est vraiment fallu de très, très peu pour que ce roman se transforme en coup de cœur, parce que, justement, j'ai regretté que l'écriture et le style prennent un peu parfois le pas sur la fluidité de l'histoire. Moi, en effet, c'est trop nombreux flashbacks qui m'ont un peu... flashbacks et ellipses qui sont quand même assez récurrents dans le roman. Moi, ça m'a un peu gênée. Et ce que je regrette aussi, c'est que l'autrice, elle utilisait beaucoup trop souvent le même procédé de narration en laissant ses personnages se perdre dans leurs pensées. Donc, sur le principe, je comprends que ça colle avec l'image de cette maison hantée par les fantômes du passé, un passé qui ne cesse de les rattraper, mais c'était trop pour moi, tu me connais bien. Ouais, tu vois, moi au contraire, j'ai beaucoup aimé cette structure déstructurée finalement. Je trouve que c'est au contraire, c'est ça qui donne du vivant à l'histoire. Peut-être, je pense que ça aurait été trop linéaire si on avait fait du début à la fin. Un entre-deux, quoi. Peut-être pas de flashback dans les flashbacks. On peut s'en passer. Non, moi j'ai bien aimé. Non, moi ça me convenait bien. D'accord. Alors bon, tu en parlais un peu au début. C'est vrai que c'est quand même pas toujours très drôle. Ouais. Il y a quand même des violences conjugales, il y a des viols, il y a des violences racistes, il y a des violences tout court. Et une bonne dose de pathos. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, moi je me suis dit, oh non, c'est reparti dans le dramatique, ça va pas le faire. Et finalement, je trouve que ça a été. Ça l'a fait. Ouais. C'est plutôt bien dosé, c'est pas gratuit. Et je trouve que surtout, il y a une grande dose d'optimisme dans le roman. Et finalement, c'est pas du tout cette violence qui a le dessus, mais au contraire, tout cet optimisme. Et au milieu de tout ça, il y a énormément d'amour. Et c'est vraiment... En fait, pour moi, c'est ça qui ressort du roman. C'est tout cet amour entre toutes ces femmes. Le message principal, quoi. Voilà. Et la fin, je trouve, est très belle. Ouais.
Je suis d'accord, j'ai bien aimé. Enfin, dans l'ensemble, je trouve que le message, la fin, tout ça, c'est très optimiste et ça se termine pas sur quelque chose de très noir, quoi. Ouais, exactement. Et vraiment, c'est bien parce que ça contrebalance un peu cette violence qui est quand même présente, forcément. Hein, on parle de l'histoire, parle de l'histoire de la communauté noire américaine. C'est pas réjouissant, quoi. Non, c'était pas facile, quoi. On sent aussi, je trouve que Tara M. Stringfellow, elle aime vraiment ses personnages, autant ses personnages principaux que les personnages secondaires. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Miss Dawn. Oui, c'est vrai. Qui est la voisine excentrique, un peu sorcière. On sait avec pas la trop. maison un peu étrange. Voilà, au fond. On l'imagine complètement, je trouve. Et en fait, j'ai découvert que l'autrice nous parle là de sa famille. Oui. Donc, pas très étonnant qu'elle les aime. Oui. et elle met vraiment, je trouve, sa belle plume poétique et incisive au service de ses personnages et de cette belle histoire et cette histoire très optimiste. C'est vrai. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche cette histoire, l'humanité des personnages. Pour moi, Memphis, ça a vraiment été une belle lecture que je vous encourage à découvrir pour cette rentrée littéraire. Exactement. Et puis, c'est un premier roman, donc on espère qu'il y en aura d'autres comme ça. J'espère, oui. On ne le fait pas très souvent, mais on a voulu dans cet épisode vous parler d'essais sur des thèmes qui nous passionnent. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Peut-être, mais j'ai une grande passion pour l'univers Harry Potter et aujourd'hui je voulais donc vous présenter cet essai de Tanguy Abran qui s'appelle Hermione Granger, lectrice de Harry Potter. C'est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Depuis son apparition remarquée dans le Poudlard Express, où elle disait déjà tout savoir de Harry Potter, Hermione Granger s'est imposée comme un des personnages les plus complexes et emblématiques de J.K. Rowling. Suscitant l'agacement par son perfectionnisme et son tempérament moralisateur, Hermione est dans le même temps d'une fidélité infaillible en amitié, pour laquelle elle est prête à réviser ses principes. Figure de l'esprit critique, celle qui maîtrise les sortilèges comme personne interroge cette autre forme de magie qu'est le pouvoir de la connaissance. Mais la jeune sorcière va plus loin. Hermione est une incarnation de la persévérance alliée au courage. Et c'est assurément ce qui en fait une icône accomplie de la rébellion dans la culture populaire de ces dernières décennies. Je pense que comme beaucoup de fans, Hermione a toujours été mon personnage préféré de la saga Harry Potter. C'est vrai qu'en tant qu'adolescente, moi je me suis souvent identifiée à sa passion pour la lecture, à son côté un peu intello et introverti. Je portais des lunettes. Mais surtout, je rêvais de lui ressembler pour son courage, pour son intelligence et sa façon de s'affirmer au fil des tomes. Quand on a comme ça un univers qui nous accompagne toute notre enfance, enfin en tout cas une bonne partie de mon enfance en ce qui me concerne, on a tendance à le garder quand on est adulte. Moi, c'est le cas. Et c'est un peu comme une Madeleine de Proust. C'est des romans ou des films un peu doudous que je ressors quand j'ai un petit coup de mou, un petit coup de déprime. Mais quand on y revient en tant qu'adulte, c'est aussi l'occasion de s'offrir un nouveau regard sur cette histoire qui nous accompagne depuis tant d'années. Et moi, c'est pour ça que j'adore lire des essais, des articles qui analysent Harry Potter et qui me permettent de mieux comprendre la saga ou d'approfondir les messages véhiculés par l'autrice aujourd'hui avec ma compréhension d'adulte. Et donc là, Tanguy Abran se concentre vraiment sur le personnage d'Hermione. Exactement. Il analyse son personnage et son esprit critique. C'est vrai qu'Hermione, c'est un personnage qui est caricaturé même par sa créatrice, puisqu'elle a les cheveux en pagaille, elle a la dentition proéminente. C'est un peu l'image justement de l'intello toujours penché sur ses livres. Mais en fait, cette jeune sorcière, elle est bien plus complexe et on comprend son évolution, son sens de la justice, de l'analyse, son intelligence qui est quand même très pratique, qui ne se contente pas juste d'être une théorie de livre. Au final, elle sort quand même les personnages et le trio de plein de situations très dangereuses. Oui. Voilà. Et à travers le personnage d'Hermione, c'est un peu tout un aspect littéraire et intellectuel de la saga que questionne Tanguy Abran, son rapport aux médias, au monde de l'édition, à l'engagement politique. Tout ça s'est passé au peigne fin par l'auteur qui n'oublie pas d'analyser aussi sa place au sein du trio Harry Potter, Ron et Hermione. Et donc, c'est vraiment axé sur une analyse du personnage de Hermione, parce que moi, j'avais un peu l'impression qu'il avait peut-être aussi étudié le rapport des lecteurs, et surtout des lectrices, au personnage d'Hermione. En gros, pourquoi c'est un personnage auquel on s'identifie le plus ?
la lectrice fan de saga qui s'identifie à Hermione, une lectrice avide, un peu comme un miroir, quoi. Oui, aussi, ça fait partie de l'analyse qui est proposée dans l'essai. Et d'ailleurs, avec cette analyse-là, on comprend aussi la fusion qu'il y a pu avoir entre Emma Watson et son personnage, puisque elle-même, elle est une grande lectrice, elle est engagée politiquement dans des causes qui lui tiennent à cœur. Donc il y a tous ces points communs qui font que Hermione et Emma Watson, finalement, c'est un peu la même. Et donc tout ça, c'est analysé par Tanguy Abrand de façon très intéressante. Oui, donc en fait, à la fois Hermione et la lectrice, et puis Hermione et son interprète. C'est ça. Exactement. Donc c'est vraiment super intéressant. Moi je trouve que ça offre une nouvelle grille de lecture à tous les fans qui, comme moi, ont un peu grandi avec Harry Potter. En plus de ça, c'est enrichi avec des citations des livres, des extraits des films. Donc ça me permet un petit peu de nous replonger en quelques heures dans la saga en disant « Ah oui, je me rappelle de ce passage », etc. Le texte, il est très clair, il est pédagogique, il est passionnant. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet éclairage apporté par Tanguy Abrand sur ce personnage féminin qui quand même force l'admiration. Surtout qu'à mon époque, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais j'allais dire, c'est vraiment réflexion de vieille. Ouais, je sais, c'est horrible, mais il n'y avait pas tant d'héroïnes féminines, tu vois, dans les young adultes. C'est le début, tu vois, c'est un peu le début. Donc là, d'avoir comme ça, bon, c'est pas le personnage principal, mais quand même, et tu t'identifies. Ah, c'est presque un personnage principal quand même. Et surtout, en fait, c'est aussi une saga qui a eu un tel succès que même s'il y avait d'autres héroïnes féminines, c'est celle-là qu'on a connue, quoi. Ouais, exactement. Donc moi, je le conseille un peu à tous les Potterheads, à toutes celles et ceux qui veulent se replonger le temps de quelques heures dans cette saga magique et mythique qui vraiment n'a pas fini d'inspirer petits et grands. Et sachez que si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, mais que vous êtes intéressé comme ça par les essais un peu sur la pop culture, sachez que dans la même collection donc, qui s'appelle La Fabrique des héros aux éditions Les Impressions Nouvelles, vous avez d'autres personnages qui sont analysés par d'autres auteurs. Il y a par exemple Dark Vador, Sherlock Holmes, Jack Sparrow, Martin, Batman et puis plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais le choix est large quand même. Ouais, ça donne envie. Hein. Ouais. De mon côté, si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast et ou suivi nos aventures en Italie sur Instagram, vous savez que je suis passionnée par le yoga, à tel point que j'ai même décidé de me former pour être prof de yoga. Et donc, dans le cadre de cette formation, j'ai lu le livre de Marie Coq, Yoga, une histoire monde, de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Il existe en grand format chez La Découverte et en poche chez Pocket. Pour évoquer l'enthousiasme qu'il suscite aujourd'hui, on parle de boom, de phénomène, de déferlante. 2,5 millions d'individus pratiquent le yoga en France, 300 millions dans le monde. Pourtant, sur ces 300 millions de pratiquants, combien partagent la même expérience que d'authentiques ascètes hindous ? Façonnée pour séduire largement, la discipline s'est considérablement modifiée depuis son origine et constitue aujourd'hui un cas exemplaire de culture mondialisée. J'ai souvent plus de mal quand même à lire les essais que les romans. C'est un peu moins fluide pour moi, donc souvent je mets plus de temps à les lire. Mais là, je dois dire que ce livre-là, je l'ai dévoré. Alors bon, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et je pense que tous les gens qui sont passionnés par le yoga devraient le lire et le liront très très vite, mais je pense aussi que ça peut vraiment intéresser tout le monde et pas forcément que les yogis ou les gens qui veulent être profs de yoga comme moi, parce que c'est vrai que cette explosion du yoga, elle est visible partout, hein. Je veux dire, même dans des toutes petites villes, maintenant il y a un studio de yoga. Ouais, et puis même dans les grandes villes, quand on regarde à Paris, parce que c'est là où on habite, il y a presque un studio à chaque coin de rue en fait. Ah complètement, et il y en a des nouveaux tout le temps, donc oui, et c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre ce phénomène. Et c'est exactement l'objet de ce livre. Bon, moi, je suis privilégiée parce que, en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Marie Coq. Elle a donné une masterclass sur l'histoire et la philosophie du yoga lors de ma formation. Donc, on a pu échanger et c'était vraiment passionnant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Marie Coq analyse avec beaucoup de recul l'histoire du yoga et de cette conquête du monde par le yoga. Si vous pratiquez le yoga, vous avez sûrement déjà entendu le yoga, c'est une pratique ancestrale. Ça fait 5000 ans qu'on pratique le yoga et aussi des phrases dans le genre « Oh, le yoga a changé ma vie. Depuis que je fais du yoga, je suis plus la même. » Honnêtement, on l'entend. Je l'ai dit aussi, donc je ne me moque pas quand je dis ça. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de promesse dans ce discours, la promesse de si tu suis cette pratique traditionnelle, toi aussi, tu seras transformé et pour le mieux.
Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans le travail de Marie Coq, c'est que elle nous montre que cette promesse, elle n'est pas si ancienne que ça, et que surtout, elle est due à un processus de mondialisation qui est finalement très récent. En gros, ça commence dans les années 1880 très doucement, et ça se développe énormément dans les années 1950 à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, il y a une volonté d'exporter le yoga d'Inde. Et avec cette exportation, il y a eu et il y a toujours une hybridation du yoga. En gros, il s'est adapté aux besoins des Occidentaux. Donc, le yoga que vous allez pratiquer dans votre studio parisien, ça n'a rien à voir avec le yoga qu'il pouvait y avoir il y a 5000 ans. Ouais, j'imagine. Clairement. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est juste de comprendre comment on en est arrivé là. Mais après, ça n'enlève rien au bienfait de la pratique. Voilà, exactement. Et par exemple, il y a un exemple que Marie Coq donne aussi, c'est le fait que le yoga se soit développé d'abord à Los Angeles et Hollywood. C'est pas un hasard. Parce que les gourous, ils ont été envoyés là-bas comme des missionnaires un peu exprès, parce que c'était là qu'étaient les stars, et que les stars, c'était des très bons ambassadeurs futurs du yoga pour faire la pub et pour pousser les gens normaux après à faire pareil. C'est souvent d'ailleurs comme ça que naissent les tendances, avec les célébrités, que ce soit les régimes alimentaires, le sport. Généralement, ça vient des stars. Mais tout à fait. Et là, par exemple, alors il y a eu les stars hollywoodiennes, mais les Beatles ont fait exploser le yoga juste je savais pas. En allant les Beatles, ils étaient à fond et ils ont fait un voyage en Inde, et c'est là que en gros le yoga s'est redéveloppé en Inde aussi. D'accord. Le fait que les Beatles y aillent a fait repartir le yoga aussi. Donc c'est vraiment c'est un échange. C'est un échange, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Et puis il n'y a pas que cet échange, parce que il y a aussi un côté éminemment politique au yoga. Sous la colonisation, par exemple, relancer la pratique du yoga, c'était un moyen de prouver aux colonisateurs que les Indiens n'étaient pas juste des fainéants, mais qui pouvaient être athlétiques, forts, etc. Et puis, c'était aussi un outil nationaliste au moment de l'indépendance, bien sûr, mais aussi encore aujourd'hui, avec le Premier ministre Modi qui a développé la Journée internationale du yoga. Oui, ça, c'est pas si ancien que ça. Ah ouais. Et en fait, Modi, qui est très, très nationaliste et très anti-musulman, l'utilise aussi pour dire, regardez, le yoga, c'est ancestral, c'est l'Inde, et l'Inde, c'est les hindous et pas les musulmans. Ouais. Et en gros, sa journée internationale du yoga, c'est aussi un moyen de dire au monde entier... Grosse promo, quoi. Grosse promo, et puis l'Inde, c'est pas les musulmans. Donc toutes les catégories, toutes les communautés musulmanes, vous avez plus rien à dire. Écarté, ouais. Voilà, donc c'est quand même hyper intéressant. Qui peut dire que le sport n'est pas politique? Voilà. Petite parenthèse que je referme tout de suite. Oui, on va pas se lancer là-dedans. Bon, bref, vous avez vu, j'ai énormément de choses à dire sur l'histoire du yoga, sur sa mondialisation. Je crois que je pourrais en parler pendant des heures, franchement, mais je vous conseille plutôt de lire le livre de Marie, qui est quand même beaucoup plus précis que moi et passionnant. C'est très bien écrit, c'est fluide, c'est super bien documenté, c'est très instructif, et comme je vous disais, ça se lit en quelques jours. Et puis ne vous en faites pas, ça vous fera peut-être réfléchir à ce que vous faites quand vous êtes en chien tête en bas ou quand vous faites un sirsasana, mais ça ne changera pas pour autant votre plaisir à faire ce même chien tête en bas ou ce sirsasana. Au contraire, Marie Coq nous amène plutôt à pas trop se prendre la tête, pas se prendre au sérieux quand on pratique le yoga. Et puis bon, je dis ça en toute objectivité, et pas parce que je viens de passer une semaine à faire du yoga avec elle, mais Marie Coq est vraiment formidable, parce que j'ai découvert qu'elle avait sorti en septembre un nouvel essai qui est complètement fait pour le bruit des pages et qui s'appelle Vieille fille, une proposition. Je sais pas toi Marine, mais moi j'ai super envie de le lire. Ouais, il me tente bien. Et puis si j'ai bien compris, c'est sur le célibat, non? Voilà, c'est sur le modèle même très dévalorisé de la vieille fille. Alors bon, je l'ai pas encore lu, mais à ce que je comprends, Marie Coq se pose la question de est-ce que finalement la vieille fille, ce serait pas plutôt celle qui a réussi à échapper au carcan, etc. Ça rappelle un peu des choses qu'on avait lues dans Sorcière de Mona Chollet, notamment, pas que. Et je suis vraiment très très curieuse d'en lire plus sur ce sujet. Ouais, moi aussi ça me tente bien.
Retournons dans le sud des États-Unis pour notre BD du mois. Ça fait longtemps que Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin d'Émilie Plateau, édité par Dargaud, était sur notre pile à lire et on s'est dit que c'était le bon moment pour en parler. Vous connaissez sans doute Rosa Parks, mais avez-vous déjà entendu parler de Claudette Colvin ? Pourtant, cette jeune fille de 15 ans, originaire de l'Alabama, a été la première à se dresser contre la ségrégation dans les bus municipaux. Elle est la première à refuser de se lever pour laisser la place à une femme blanche et appeler des non-coupables lors de son procès. Et voici son histoire. J'ai trouvé très intéressant de lire cette BD en même temps que Memphis. Je trouve que ça apporte une autre approche de l'histoire de la communauté noire américaine et puis aussi de la place des femmes noires dans cette histoire. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je te l'ai proposé pour le mettre dans cet épisode parce qu'en fait, je l'ai lu il y a un petit moment quand même. Mais en lisant Memphis, je me suis dit qu'en fait, ça collerait parfaitement. Voilà, ouais, tout à fait. Merci. Mais de rien. À la base, cette BD, c'est une adaptation d'un livre de Tania de Montagne qui porte le même titre et qui a aussi été adapté en pièce de théâtre. Ça raconte du coup la vie de Claudette Colvin, celle qui aurait pu être Rosa Parks. On découvre l'histoire de cette jeune fille qui, en 1955, décide de se révolter contre la ségrégation, donc bien avant Martin Luther King et bien avant Rosa Parks. Ce 2 mars 1955, alors qu'elle est dans un bus et que les lois de Jim Crow imposent aux hommes et aux femmes noires de céder leur place aux blancs quand le bus est plein, Claudette Colvin, elle, refuse de se lever, 9 mois avant Rosa Parks, qui le fera en décembre de cette même année, et qui, par ailleurs, elle aussi était déjà active en tant que militante des droits civiques, même si elle est souvent présentée comme une simple petite couturière. Rosa Parks, elle était militante et c'était pas juste par hasard. Oui, et d'ailleurs, on le comprend aussi dans la BD, Rosa Parks refuse de se lever pour imiter Claudette Colvin. Tout à fait. C'est pas au hasard non plus si elle fait ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le procédé de narration de la BD, qui d'ailleurs est, je crois, celui utilisé par Tania de Montagne dans son livre. Elle s'adresse au lecteur comme si nous étions Claudette Colvin. Dès les premières pages et tout au long du récit, l'autrice nous invite à nous glisser dans la peau de Claudette Colvin et à vivre son histoire de l'intérieur, comme si ça nous arrivait directement à nous. Alors bon, ça peut paraître assez déroutant au début, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Ça crée une proximité avec la jeune femme. On est vraiment plongé dans ce Montgomery de la ségrégation et on comprend encore mieux les conditions de vie des Noirs américains à cette époque, les difficultés de leur vie sous les lois Jim Crow et les enjeux du combat auquel Claudette Colvin a participé. Oui, et puis je trouve que les illustrations d'Émilie Plateau, elles accompagnent vraiment joliment ce récit. Elles sont, c'est vrai, très minimalistes, très épurées, mais très réussies et aussi adaptées à des plus jeunes. Tout comme le récit, c'est vraiment une BD qu'on peut, je pense, proposer à des adolescents au final, même une dizaine d'années. Ça se lit vachement bien. Oui, et d'ailleurs, le procédé de narration permet aussi, je pense, pour des plus jeunes de mieux s'identifier, sûrement. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé les dessins. C'est vrai, tu le dis, c'est minimaliste, il n'y a pas de cases, il n'y a pas de bulles. Parfois, c'est des personnages minuscules dans une grande page blanche. C'est vraiment très efficace et j'ai bien aimé aussi le côté un peu enfantin des dessins. Ça fonctionne très bien, je trouve. Ouais. Alors moi, cette BD, elle m'a aussi beaucoup interrogée quand même sur l'histoire, avec un grand H, sur les personnages historiques qui figurent dans nos livres à l'école et surtout sur qui décide que tel homme ou telle femme passera à la postérité. Pourquoi son nom a-t-il été oublié ? C'est un peu ce qu'on découvre au fil de l'histoire. Alors, je ne vais pas vous spoiler car le récit est quand même assez court, donc ça serait dommage. Mais sans surprise, l'oubli de Claudette Colvin, il a été quand même savamment orchestré par le mouvement des droits civiques. Oui, c'est vrai. On en avait parlé un peu en parlant des femmes oubliées, notamment avec Titu Lecoq. Et là, on a la démonstration par le menu de comment l'histoire écrite par les hommes efface les femmes qui la font. Bon, ici, Claudette, elle est quand même remplacée par une autre femme. C'est déjà ça. Donc, par Rosa Parks, parce que cette Rosa Parks est considérée comme plus respectable et donc plus digne de représenter sa communauté. Mais c'est quand même un groupe d'hommes qui décide d'évincer, en quelque sorte, Claudette Colvin. Et puis, la BD montre aussi que le mouvement, il a vraiment commencé avec les femmes qui menaient le boycott, qui étaient aussi les petites mains besogneuses sans lesquelles le mouvement n'aurait pas
pris autant d'ampleur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent raconté. On nous parle énormément de Martin Luther King, mais en fait, moi, je ne savais pas que les femmes avaient autant œuvré et eu autant d'importance au début. C'est vrai que ça a été un peu effacé de l'histoire. Ah bah complètement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pas si anecdotique que ça, Claudette Colvin, elle est toujours en vie. Elle a 83 ans aujourd'hui et elle vit à New York, dans le Bronx. Et une seule rue porte son nom dans sa ville natale de Montgomery, comparé à tous les noms de rues dédiés à Martin Luther King ou à Rosa Parks, ne serait-ce qu'à Paris, il y a une station, etc. C'est un peu triste. Oui, et surtout que c'est pas dans le centre-ville de Montgomery, mais plutôt dans un quartier pauvre et un peu délabré, si j'ai bien compris. Un peu sur les frontières. Voilà, ça fait malheureusement, c'est un peu triste, mais peut-être qu'il y en aura plus maintenant qu'on parle un peu plus d'elle. Espérons. Et qu'elle est un peu réhabilitée. Moi, je trouve que cette BD, c'est un très bel hommage à cette femme courageuse qui a placé les premières pierres de la lutte pour les droits civiques et qui a malheureusement été oubliée du récit historique. Moi, je regretterais juste que la BD n'aille pas un peu plus en profondeur sur l'histoire de Claudette Colvin et sur celle de la lutte pour les droits civiques. J'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim en arrivant au bout de ma lecture. J'aurais bien aimé juste en savoir encore plus sur elle. Je pense qu'il faut lire le livre de Tania de Montagne, en fait. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et petite parenthèse, mais du coup, je m'en rappelle tout juste, j'ai lu il y a très peu de temps le discours de Martin Luther King, qui a été réédité aux éditions HarperCollins. Et déjà, c'est vachement bien parce que personnellement, je ne l'avais jamais lu. On en parle. À part I Have a Dream. Voilà, c'est ça. Donc, allez lire le discours. Et surtout, ce discours est accompagné de celui de Joséphine Baker, qui était là aussi le jour où Martin Luther King a fait sa déclaration. En effet. Et du coup, dans ce livre, il y a le discours de Joséphine Baker qui a, pareil, été un peu passé à la trappe. Oui, après, le discours de Martin Luther King était quand même historique. Bien sûr, mais je trouve ça chouette d'avoir un livre qui réunit les deux, parce que Joséphine Baker, quand même, grande figure aussi de la communauté afro-américaine. Et donc voilà, en tout cas, le discours de Martin Luther King, très beau à lire, et en plus, l'édition est très jolie. Nous approchons de la fin de ce podcast. J'espère que les livres que nous avons sélectionnés aujourd'hui vous auront plu. Est-ce qu'on a déjà entamé vos bonnes résolutions de réduction de piles à lire ? Si c'est le cas, en fait, on n'est pas vraiment désolé. Non, désolé, mais pas désolé. Voilà, on a même prévu de continuer sur cette lancée. En tout cas, en ce début d'année, on ne perd pas les bonnes habitudes et vous pourrez donc retrouver toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast et sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Vous pouvez aussi retrouver Marine sur son Instagram au fil des pages. À vous aussi de ne pas perdre les bonnes habitudes en likant le podcast sur les plateformes d'écoute, en laissant des gentils commentaires et en partageant le bruit des pages autour de vous. On compte sur vous. Et avant de se dire au revoir, faisons notre petit tour de table des lectures du moment. Marine, dans quoi es-tu plongée en ce moment ? Alors, moi en ce moment, c'est un peu la folie des lectures Charleston. Le programme est très très chargé. Je ne sais pas si je vais réussir à tout lire dans les temps, mais je m'accroche. Allez, courage. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai un peu mis de côté mes lectures perso, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et j'espère pouvoir les reprendre bientôt. En attendant, je suis en train de lire une nouvelle épreuve non corrigée, du coup, qui s'appelle Le réseau Jane de Heather Marshall, qui parle de l'avortement aux États-Unis. Ça a l'air trop bien, ce livre. Et oui, je pense que je te le passerai après. Ok. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu lis ? Moi, j'ai été un peu plus efficace que je ne pensais dans mes lectures ces dernières semaines. Du coup, j'ai eu un peu plus de temps que prévu et je me suis accordé un peu de répit pendant les fêtes avec un petit chick lit de Noël parfait pour la saison. Ça s'appelle One Day in December de Josie Silver. En français, c'est Un jour en décembre. Et je crois que tu l'as lu, Marine, non ? Mais oui, je lis rarement des romans de Noël, c'est vrai. Mais il y a 2 ans, j'ai un peu fait exception à la règle et je l'avais beaucoup aimé. Franchement, j'avais passé un bon moment, c'est chouette. Ouais, et puis je trouve que c'est bien adapté à cette période un peu de fête, de fin d'année, de nouvelle année. Ouais, complètement. C'était le moment ou jamais, quoi. Voilà. Voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite encore une très belle année 2023. Espérons qu'elle soit chargée en belles découvertes littéraires. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Alors rendez-vous à la prochaine page.